C'était un moment où j'étais hyper bas dans tous les aspects de ma vie. En fait, le fait d'être rentré dans Rise, il y a un avant et un après, ça a changé ma vie. Ça fait 1 an que j'ai fait le programme et je le sens encore tous les jours. Il n'y a rien d'autre qui puisse me donner ces résultats-là, même chez les docteurs. Donc l'investissement vaut la peine. Donc l'investissement, complètement vaut la peine. Tout le monde peut être champion à sa manière. Il n'y a pas besoin d'être un grand champion, c'est juste de réussir à rester fort dans les challenges que tu essaies d'accomplir. À la fin d'une séance, je sens une espèce de truc en moi, je me sens super léger, hyper motivé. Est-ce que ça se répercute après sur ton quotidien ? Ah ouais, complètement. Bienvenue dans le podcast It's Time to Rise. C'est le 2e épisode aujourd'hui et j'accueille Raphaël qui est un client qui a suivi le programme Rise et qui est depuis devenu un ami. Donc il va nous parler de son parcours entrepreneurial, de ce qui l'a amené à suivre le programme Rise, de ses petits soucis liés à sa nutrition, de son rapport au sport, de comment il a vécu les sessions de coaching avec moi, de comment aussi la boxe a pu l'aider à gérer ses frustrations, ses colères, et aussi comment il gère au quotidien justement la pression liée à son entreprise, à sa vie de famille. Si ça vous intéresse d'avoir plus de renseignements sur le programme Rise, je vous invite à aller visiter le site Rise Optimal Health ou de prendre un rendez-vous avec moi. Tous les renseignements se trouvent dans la description. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Raphaël, comment vas-tu ? Salut Young, ça va et toi ? Super. Écoute, bienvenue dans le podcast It's Time to Rise. Donc c'est le 2e épisode que je tourne aujourd'hui avec toi. En tout cas, je suis enchanté de t'avoir en ma compagnie. Écoute, je te présente brièvement. Donc, tu es un client, mais tu es aussi devenu un ami depuis maintenant près de 2 ans. Et non, excuse-moi, ça fait 1 an. J'ai l'impression que ça fait 2 ans, mais ça fait 1 an. Donc, tu es aussi entrepreneur. Tu diriges un studio photo à Bruxelles. Tu vas évidemment nous présenter un petit peu plus ce que tu fais là-bas. Et aussi, j'aimerais bien que tu présentes un petit peu ton parcours parce que je le trouve très intéressant. En tout cas, moi, il m'inspire beaucoup. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur toi ? Mais déjà, merci de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être ici. Et oui, du coup, tu m'as assez bien présenté. J'ai 25 ans. J'ai une entreprise dans la photographie à Bruxelles. Me présenter. Écoute, juste parler un petit peu de ton histoire. D'où vient un petit peu ce projet ? Comment il s'est développé ? Je sais que tu as vécu en Australie. Ça a démarré un petit peu là-bas. Donc, dis-moi un petit peu comment ça s'est passé à cette époque. C'est ça, donc c'est un projet dans la photographie argentique et ça s'est un peu passé par hasard. Moi à la base j'étais parti pour faire des études plutôt scientifiques. J'étais inscrit dans une université pour aller faire de la biologie et après mes études j'ai décidé de partir à l'étranger qui était censé être pendant 1 an et à la place d'avoir fait 1 an j'en ai fait presque 4. C'était à quelle époque? Ça a été en quelle année? C'était en 2000... Je suis parti en 2017. C'est ça, Okay. Fin 2016 et... Ouais, 2016-2017. Ok, il y a plus ou moins 7 ans, 8 ans. C'est ça. Et du coup, là, en Australie, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à voyager. Et je me suis formé. Donc, j'ai passé toute une partie à voyager. Et puis après, j'ai commencé à bosser parce qu'il fallait rentrer de l'argent pour pouvoir rester sur place. Parce que l'Australie, c'est un pays assez cher. Et en travaillant, en fait, je me suis retrouvé dans un labo photo qui m'a en fait donné l'inspiration de lancer ma propre entreprise en rentrant par après en Belgique. La photo, pour moi, c'est une passion que j'ai depuis assez longtemps. Et là, en fait, pouvoir travailler dans un environnement qui est très différent de ce qui existait en Belgique, ça m'a donné beaucoup d'inspiration, en fait. Ok. Et si je ne me trompe pas, tu étais déjà papa à ce moment-là ? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce contexte-là aussi ? Parce que c'est quand même assez rare d'avoir limite 2 bébés en même temps, puisque tu as eu ton enfant. Mais tu as eu aussi ce projet qui est né quasiment en parallèle. L'entreprise, c'est ça, oui. On va à fond directement dans les détails sympas. Mais du coup, oui, comment ça s'est passé ? En fait, en étant en Australie, j'ai rencontré une femme qui maintenant m'accompagne et avec qui ça a très bien matché dès le départ. Et en fait, en étant en Australie, elle est tombée enceinte. C'est un truc qui n'était pas du tout prévu. Moi, j'avais 20 ans à l'époque. Si je vais me projeter dans le futur, je m'étais dit que je serais un peu papa peut-être à 40 ans après avoir vécu une longue vie et j'aurais eu une copine très jeune. Et je sais pas, je m'étais imaginé un truc comme ça et en fait pas du tout. À 20 ans, je me retrouve avec C'était ma un peu copine. coupé dans ton élan, dans la vision que tu avais de ta vie du coup ? Je pense, oui. Ça a beaucoup changé en tout cas de la façon dont je me projetais en fait. Il y a eu beaucoup de changements pour moi, le fait de
de ne pas avoir fait d'études, par exemple. On avait beaucoup mis cette image sur moi de, ben voilà, Raph, il va faire des belles grandes études, ça va être génial, il va avoir Parce qu'il est malin. un background, ouais, j'imagine que ça devait être ça, parce qu'il va avoir un beau background scientifique, parce que c'est la science, quelque chose qui me passionne depuis super longtemps. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc déjà là, il y a eu un premier shift qui s'est fait. Et puis le jour où j'ai appris en fait que j'allais être papa, et je me souviens très bien de ce jour-là, j'étais pas chez moi, et je vivais dans une coloc, et ma copine m'appelle, elle me fait ouais Raph, voilà, j'ai quelque chose à t'annoncer, je suis enceinte. Et voilà, tout qui s'effondre d'un coup, merde, qu'est-ce que je fais du coup? Et là, ça a été le deuxième shift en fait. Je me souviens que pendant toute la grossesse, je me pose la question de un peu comment ça va être. J'avais beaucoup de questions par rapport à ce que les gens allaient percevoir de moi. Ça, c'était très important pour moi à l'époque. Parce que déjà, le fait de ne pas avoir fait d'études, il y avait un peu un truc de non-légitimité comme ça par rapport à mes amis, mes connaissances. Et après, le fait d'avoir un enfant si jeune, moi, c'était un truc qui était complètement en dehors de tout ce que je pouvais imaginer pour moi. Mais j'ai décidé de prendre mes responsabilités en main. J'ai d'abord passé 2-3 mois à paniquer, et puis après j'ai commencé à en parler avec ma famille, à annoncer le truc, à préparer un petit peu quelque chose. Là, il faut savoir que j'étais un peu sur la fin de mon séjour. Il me restait, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, il me restait plus ou moins 1 an et demi en Australie. Et donc voilà, ça s'est passé, tout a été. Et pendant ce temps-là, moi je travaillais au labo. Et c'est vrai que j'avais cette question de dire, voilà, je vais devenir papa, maintenant j'ai une famille, j'ai quelque chose à assumer. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir assumer ça? Parce que j'ai pas fait d'études, donc je vais pas pouvoir compter sur des diplômes pour me trouver un travail. Ça faisait assez longtemps que j'étais un peu dans cette recherche d'entrepreneuriat. J'ai toujours eu des projets à gauche, à droite. Là, dans le labo photo, je travaillais pas comme employé. Je vendais un peu des services de digital marketing, je gérais les réseaux sociaux, je faisais j'ai amélioré leur site web en fait, et je voulais vraiment améliorer leur présence en ligne pour apporter plus de business. Ce qui a marché. Ça a super bien marché. On a eu une grosse progression là-dessus. Il y avait eu un gros Donc tu avais déjà appris un peu le métier avant même de démarrer ton entreprise en fait. Oui, c'est ça. Et je pense que le fait d'être à fond dedans, mais ça m'a donné encore plus cette fibre-là, quoi. Je testais tout, hein, donc je n'avais pas vraiment de connaissances. Mais ça te plaisait? Ça me plaisait, ouais. Je regardais avec des vidéos YouTube, des cours en ligne. J'étais aussi inscrit dans une école de business à Melbourne. C'est un truc plutôt pour le visa, mais il y avait quand même des trucs assez intéressants dedans. Mm-hmm. Et du coup, un jour, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on va avoir un enfant. Est-ce qu'on reste en Australie ou est-ce qu'on va autre part? Donc il y avait l'option Australie, l'option Indonésie, enfin Bali, et l'option Belgique. Et pour nous, en fait, le plus facile, c'était vraiment de retourner en Belgique, parce que là, moi, j'avais une base. J'ai pas de visa en Australie. Le fait de rester en Australie me coûtait extrêmement cher. Il y a ce truc de mon fils est australien, mais si je veux rester, je dois payer l'équivalent de 30 000 € pour avoir la nationalité. Enfin, c'est une petite somme. C'est une petite somme, et ouais, à 21 ans, c'est chaud de la sortir comme ça, quoi. Mm-hmm. Et donc, du coup, on a décidé de rentrer en Belgique. Donc, ça s'est pas fait immédiatement. On est rentré en 2 phases, mais on a fini par rentrer en Belgique. Et avant de rentrer en Belgique, j'en parle avec mon patron pour qui je travaillais dans le labo photo. Il me dit, écoute Raph, je pense qu'il y a moyen que tu fasses quelque chose de bien. C'est lui qui t'a lancé aussi l'idée, en fait. Et moi, j'y réfléchissais déjà. Ouais, j'avais déjà acheté un scanner. Et puis lui est venu vers moi, il m'a dit, écoute, tu connais bien, moi je peux te former encore pendant les 6 derniers mois. Et comme ça, quand tu rentres en Belgique, avec tout ce que tu as appris chez nous et les techniques qu'on a développées ensemble, en fait, chez Fun Never Die, il y a moyen de créer quelque chose de cool en Belgique. Donc je dis, let's go, on fait ça. Okay. Donc c'est vraiment par sympathie qu'il a voulu faire ça pour toi? Ou est-ce qu'il avait une idée derrière la tête aussi Moi, je le connais bien, et donc je sais qu'il y a une partie vraiment sympathie. Je pense qu'on s'entendait très bien et qu'on avait des valeurs similaires, et qu'il a reconnu ça un peu en moi. Et puis c'est aussi un mec qui est fort avec ses business. Et lui, à la base, ce qu'il voulait, c'est qu'on soit une franchise de son labo. C'est ça. Moi, je lui ai dit que je voulais pas faire ça, et donc... mais malgré ça, il a accepté de nous aider. Enfin, je dis nous parce que je l'ai fini par le faire avec Cole. Qui est Cole? Cole, c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 8 ans. Et lui, en fait, a eu un parcours un peu plus compliqué. Il a commencé des études. Et un jour, entre mes allers-retours entre Australie et Belgique, j'ai convaincu d'arrêter ses études et de venir me rejoindre et s'amuser en Australie, quoi. C'était quand même vachement plus fun. Okay, et il l'a fait, et on a bossé ensemble dans le labo, et on a lancé le projet ensemble en rentrant en Belgique. Ok. Donc vous étiez associés au moment de démarrer? C'est ça, ouais.
Parce que lui a toutes les capacités techniques, en fait. Ok, bon, ici maintenant, ton studio cartonne. Ton studio, oui, c'est un studio. Hein. Ouais, on peut dire studio, on peut dire labo. Hein. Le studio labo cartonne, il est situé à Bruxelles. Est-ce que tu peux m'expliquer, vite fait, selon toi, quelle a été vraiment l'origine de ce succès? Parce qu'en 3 ans, c'est quasiment devenu une référence belge, quoi. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Et c'est ce qu'on a l'impression de ressentir. Mais voilà, c'est ça. Donc maintenant, ça fait presque 3 ans qu'on est lancé. Moi, je pense que ce qui a fait notre succès, c'est qu'on a pris une approche différente de quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire ? Donc on a le labo photo, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années. Et on l'a en fait complètement modernisé. Et on a mis l'accent sur le client, sur la communauté, plutôt que sur la technique. Mais il y avait vraiment un truc technique aussi. Donc, mais je pense que c'est vraiment ça. En se basant sur l'ouverture vers la communauté, c'était vraiment ça. On voulait créer un endroit où les gens pouvaient apprendre, s'amuser, se rencontrer. Et ça a permis de s'étendre très rapidement. Dis-moi si je me trompe aussi, le studio, du coup, s'est développé un petit peu pendant la période Covid. Ouais. Donc, tu as répondu à une demande qui était énorme aussi. C'est le besoin de recréer du lien aussi à un moment où les gens étaient isolés. C'est vrai que j'ai jamais pensé comme ça. Et à mon avis, il y a un peu de ça aussi, ouais. C'est vrai que la photo argentique a vraiment augmenté pendant le Covid, parce que les gens s'emmerdaient chez eux et devaient trouver un nouveau hobby, quelque chose à faire. Et je sais que ça a été porteur, pas mal, mais pour l'industrie, pour toute l'industrie en fait. Et c'est vrai que le côté communauté, on avait vraiment commencé par ça. On a fait des photo walks, des marches photos qu'on organisait à Bruxelles. On a fait des expos, on a fait beaucoup d'événements au départ pour rassembler les gens. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Et ouais, à mon avis, le fait que les gens sortaient du confinement, ça a aidé à souder ce truc-là, quoi. Ouais, tu as fait une proposition qui répondait à un besoin et tu étais là au bon moment, quoi. Voilà. Écoute, comme quoi le succès, c'est parfois un peu de chance, mais c'est aussi un peu de préparation. C'est ce que je dis aussi à pas mal de gens, c'est que la chance, c'est vraiment le croisement entre une opportunité et une préparation. C'était le cas. Ouais. Tu t'étais préparé, tu as gagné en expérience, tu as expérimenté en Australie, puis tu es revenu avec quelque chose de concret, directement applicable, quoi. En tout cas, bravo à toi, parce que moi, je vois ce que tu fais au quotidien, je vois comment Morifilm Lab se développe. C'est vraiment impressionnant, en sachant qu'encore une fois, tu l'as dit toi-même, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas vraiment de diplôme, mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'intelligence derrière, il y a de la vision, et je pense que tu peux inspirer encore pas mal de monde comme ça. En tout cas, bravo. Ça fait plaisir à entendre. Bon, ça, je te l'ai déjà dit. Hein. Dis-moi un petit peu, ici, on voulait aussi parler de ton expérience au sein du programme RISE, auquel tu as aussi participé. Avant même de démarrer, quelle était ta relation avec le sport ou l'activité physique de manière générale? En fait, je faisais quand même pas mal de sport. Je faisais majoritairement de la salle. C'est un truc qui me permettait, moi, de me vider l'esprit. Et quand j'étais en Australie, j'allais à la salle 3, 4, 5 fois par semaine. Et régulièrement. Voilà, c'est ça, régulièrement, parce que c'était vraiment un moyen pour moi de vider mon énergie quelque part dans quelque chose qui était plus que juste dans ma tête, en fait. Ouais. Et ça, donc en fait, c'est quelque chose que tu étais déjà convaincu des bienfaits de l'activité physique que tu pratiquais régulièrement. Mais si je dis pas de bêtises, tu as un peu stoppé des suites de ton départ et tu n'as pas vraiment repris en Belgique, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais cette régularité en Australie, mais c'était aussi parce que c'était hyper accessible. Il y avait 3 salles près de chez moi dans lesquelles j'avais un abonnement. Je pouvais y aller un peu quand je voulais, où je voulais. J'avais beaucoup de liberté. Une fois, quand je suis rentré en Belgique, j'étais à la campagne. Du coup, la seule salle qu'il y avait était un peu plus éloignée. Mais j'ai continué à y aller. En fait, en rentrant, j'ai maintenu mon sport. J'allais en général 3 fois par semaine. Et ça allait bien. J'ai fait des treks. J'ai quand même fait beaucoup de trucs autour du sport. On est quand même resté actif. C'est pas à ce moment-là qu'il y a eu cette coupure. Non, c'est vraiment le Covid, en fait. Okay. Quand le Covid nous est tombé dessus, il y a eu le confinement et la salle a fermé. Ouais, c'est ça. Le gars, il était bien sympa. Il nous offrait des cours à domicile en visio. Mais moi, j'arrivais pas à voir ça, en fait. Okay. J'avais besoin d'un espace. Je me dis, voilà, là, j'y vais pour m'entraîner. Je suis là, il y a le matériel, je m'entraîne. Chez moi, en fait, surtout que voilà, il y avait Ezra, mon fils, qui était tout jeune, qui demandait beaucoup d'attention. Je ma compagne qui
qui galérait un peu avec le transfert Australie-Belgique, Bah oui, bien sûr. parce que c'est pas trop la même ambiance. Ouais, bien sûr. Et puis toute l'ambiance Covid, confinement, qui était pas top en fait. Ouais, ça, c'est clair, mais ça, je pense que ça jouait sur le moral de plein de monde, ça on le sait. Et c'est clair que ça a mis beaucoup de monde à l'arrêt et beaucoup de personnes n'ont pas repris vraiment et n'ont même pas encore récupéré vraiment, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Hein. Ah ouais, complètement. Et tu peux me parler un petit peu de la période juste avant de démarrer Rise, comment tu étais émotionnellement, physiquement, et à quel moment du développement de ton entreprise tu te trouvais aussi à ce moment-là? Ouais, ça c'était la période un peu sombre. Enfin... c'est pour dire, c'est juste il y a 1 an et demi, hein, donc c'est juste début de l'année 2022. Hein. Ouais, c'est même pas 1 an et demi en fait. C'était peut-être un peu moins. C'était en septembre, donc ça fait... C'est ça, hein. Ah oui, c'est juste, on a commencé en septembre, oui, t'as raison, donc ça fait moins d'1 an. Ok. Donc ça fait ici, ça fait un peu moins d'1 an, mais ça semble quand même assez loin. Mais en fait, je pense que ça vient d'un truc assez lointain. Ça faisait longtemps que j'avais des problèmes de reflux d'acide, de digestion. Je pense déjà depuis l'Australie, si je me souviens bien, mais c'était pas constant là-bas. C'est de temps en temps quand je faisais trop d'efforts physiques, que je me reposais pas assez, que je mangeais certaines choses, je savais pas trop. Mais en fait, le fait d'avoir tout d'un coup en Belgique, le fait de construire l'entreprise, d'avoir à gérer mon fils, ma compagne, tout en même temps en fait, plus le fait que mon entreprise grandisse extrêmement rapidement, j'ai dû prendre des employés, gérer les conflits entre associés, le fait de voilà où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on prend la décision, apprendre à m'entourer, j'ai dû tout faire un peu d'un coup. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup stressé. Alors je le sentais pas, vraiment, je suis pas quelqu'un de stressé, mais mon corps le ressentait vraiment. C'est ça. Et ça, couplé avec le fait que je faisais plus de sport du tout, parce que j'étais occupé à d'autres choses et qu'il y avait plus trop l'accès et que j'étais tout le temps en voiture à faire des allers-retours, mais mon corps en fait a dit stop quoi. Et pendant plusieurs mois avant que je commence Rise, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger, j'ai des énormes problèmes de digestion. Le soir quand je me couchais, en fait, je me réveillais la nuit parce que j'avais du reflux d'acide qui me brûlait quoi. Ça a duré combien de temps cette période entre ces moments où c'était vraiment installé de manière récurrente et au moment où ça a vraiment atteint un pic? Plusieurs mois. Okay. Plusieurs mois. Je ne saurais plus dire exactement combien. Ce que je me souviens, c'est que j'étais chez un ami à un moment et que sa maman, responsable d'un grand hôpital en Belgique, m'avait donné des bonbons. Non, c'est les inhibiteurs à la pompe à protons, un truc comme ça, pour stopper le reflux. Et j'ai commencé par 10 mg. Et à la fin, j'étais à 2 pastilles de 40 mg par jour et ça s'arrêtait pas en fait. C'était pas mieux. Et tous les soirs, ça recommençait. Je me nourrissais au Gaviscon et tout ce qui peut faire stabiliser un peu les reflux. Et est-ce que tu étais conscient que c'était un problème nutritionnel aussi? Non, je savais pas. Et pour moi, c'était très dur parce qu'en fait, j'avais l'impression. J'ai une drôle de relation avec le fait de vieillir. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et ça commençait à aller mieux, mais là, c'était vraiment le pire pour moi parce que je me retrouvais à 23 ans, en fait, 23-24 ans, à avoir des problèmes de santé, un enfant, une société. Des trucs. Et vraiment, en fait, je me sentais comme un mec de 50 ans, quoi, même physiquement. Et ça, j'avais vraiment du mal. Je le voyais en me regardant dans le miroir, j'ai toujours eu un corps dont j'étais assez fier. Et là, c'était plus le cas du tout. Ça se détériorait. Et en plus, je perdais mes cheveux, quoi. Ça, c'est... Ce qui est plus le cas. Je le cache un peu, ça va, ça passe. Écoute, un jour tu t'y feras, tu te raseras la tête et tu le vivras bien. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé ou qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'à un moment, le fait d'être accompagné, si pas par moi, par quelqu'un, devenait nécessaire? En fait, c'est toi qui m'as convaincu. Juste en discutant de par le groupe Impact, en fait, on discutait, tu m'expliquais le programme que tu voulais lancer. Je pense pas que tu l'avais déjà lancé à ce moment-là. J'avais déjà lancé, mais pas de manière, on va dire, aussi affirmée que maintenant. Ça, ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a parlé parce que dans ton pitch, ça représentait exactement tout ce qui allait pas chez moi. Et c'est un peu ce que je recherchais. C'est vrai que j'avais déjà demandé à mon docteur de faire une prise de sang, de regarder, tiens, qu'est-ce que je peux analyser, parce que je sais quand même que si j'ai tous ces problèmes, c'est qu'il
il y a quelque chose dans mon corps qui dit stop, quoi. Et quand tu as proposé le programme, je dis, en fait, c'est exactement ça qu'il me faut. Il faut que je me remette au sport, il faut que je diminue mon stress, et il faut que je recommence à manger bien. C'est ça aussi, quand t'es toujours occupé, le premier truc qui lâche, c'est la nourriture. Et je mangeais des sandwichs sur le pouce. C'était un peu la cata à l'arrache, quoi. Ouais. Mais en fait, juste pour aussi expliquer un peu le contexte dans lequel on a décidé de collaborer, j'ai 2 types de programmes. Donc, un où c'est moi qui m'occupe de la nutrition et un où c'est une nutritionniste spécialisée dans les analyses de bilan sanguin très approfondies, qui s'appelle Gisèle, avec qui tu as eu des sessions, qui s'occupe de vraiment regarder dans cette analyse ce qui ne va pas, et elle te propose du coup une complémentation adaptée en fonction des carences ou des besoins. Tu peux me parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi, et qu'est-ce que tu as appliqué, qu'est-ce que tu as mis de côté, et comment ça se passe depuis maintenant presque un an? Alors c'était très cool et c'était un peu magique en fait. Je me souviens, j'ai été faire la prise de sang, on a été discuter avec Gisèle. Immédiatement, elle avait une compréhension de ce qui se passait. Elle me l'a expliqué, ça me semblait assez logique. En gros, c'est le explique un peu stress. plus clairement ce que c'était. Enfin, comment elle l'a expliqué, comment toi tu as compris ce que c'était. Donc en gros, elle m'avait dit que c'était le stress qui causait de l'inflammation partout en fait, dans mon corps. Et ça correspondait assez bien à ce que j'imaginais. Ouais. Et elle m'a dit qu'il y avait probablement des grosses intolérances qui étaient liées à ça en fait. Comme mon corps était stressé, avait de l'inflammation, et commençait à rejeter des choses que je mangeais en fait quotidiennement. Quels aliments étaient du coup problématiques? Presque tous. C'est presque tous. Mais c'est ça qui a été dingue en fait, c'est que quand j'ai eu les résultats de la prise de sang et que je suis retourné pour aller discuter avec Gisèle, elle m'a pondu cette liste, une espèce de double colonne A4 comme ça, avec tout ce que je ne pouvais pas manger. Et en fait, c'était tout ce que je mangeais tous les jours. Ce que tu aimais bien manger. Ce que j'adorais manger. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans comme aliment? Il y avait mon petit déjeuner. Donc mon petit déjeuner, c'était des légumes, des beans, des haricots, enfin un mix de légumineux avec des œufs. Et en fait, tout ça, c'était au top. Et souvent du lait de soya ou des trucs comme ça. Et tout ça, c'était au top de la liste. Ce qui, normalement, pour une personne qui digère bien, est un bon petit déjeuner. Parce qu'il est complet, il y a des protéines donc, qui sont hyper bons pour démarrer la journée. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, a priori, en tout cas. À fond. Et moi, c'est ce que je mange. Je pensais bien faire, ouais. Je pensais bien faire, et c'est ce que je mangeais quasi tous les jours depuis des années, en fait. Ouais. Et là, d'un coup, on me dit, tu peux plus manger ça. Et tout ce que je mangeais de façon journalière, tu vois, ma copine Sarah, elle cuisine super bien, et elle prépare beaucoup de plats avec des influences asiatiques. Donc, il y a beaucoup de soja dedans, il y a beaucoup de... Enfin, il y a plein d'épices comme ça, que du coup... D'un coup, je peux plus manger, plus de tofu, plus de tempeh. Et émotionnellement, comment est-ce que tu t'es mis dans la tête que je m'engage à le faire et je le respecte? Parce que souvent, moi j'en ai eu dans le programme Rise, ils m'ont dit j'ai compris que c'est nécessaire de stopper parce que c'est un processus qui va être long mais utile pour la suite. Mais les gens ne le font pas parce que c'est trop sacrifice. Ouais, en fait, je pense qu'il y a juste une structure de priorité. Moi, ma priorité, c'était d'aller mieux physiquement à ce moment-là. Et j'adore manger. C'est un de mes plus grands plaisirs, c'est d'aller au restaurant, de bien manger. Mais en fait, si le plaisir, il était plus. Parce que de toute façon, je mangeais et j'allais pas être bien, et j'étais tout le temps fatigué, et je me sentais pas bien. Et donc voilà, c'était juste une priorité pour moi en fait. Il fallait que j'aille mieux, parce que sinon, tout le reste, c'est ça que quand mon moi physique ne va pas bien, c'est tout le reste autour qui prend cher. C'est la famille, c'est l'entreprise, c'est mon mental. Il y a un moment, j'étais vraiment déprimé à cause de ça. Et donc, je me dis, écoute, c'est hyper nul, ça va être super compliqué. J'ai vraiment eu du mal à accepter que cette liste était juste. Mais je dis, il faut au moins tester, quoi. C'est ça, tu dis, de toute façon, c'est une forme de dernière chance. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que j'ai actuellement. À fond. Donc, mais tu t'es engagé pleinement à le faire, ou tu as commencé à être progressif et tu as continué à essayer de tester, puis tu t'es rendu compte que ça marchait quand même pas, ou à un moment, tu as fait vraiment un stop et dit, mais non, on y va. Mais quand j'ai reçu la liste, j'ai fait un stop. Okay. J'ai reçu la liste, j'ai dit, tout ça, c'est mort, je mange plus. Et tu peux faire une liste un peu semi-exhaustive de ce que tu pouvais plus manger pour se rendre compte un petit peu de la contrainte que c'était? Je vais essayer donc, haricots, donc tous les haricots, les pois chiches, le soja, ce qui fermente, les œufs, les blancs d'œufs, le jaune d'œuf, la noix de coco, le froment,
les produits laitiers. Il y a plein de trucs. Je me souviens plus comme ça. On va faire maintenant l'inverse. Qu'est-ce qui serait de possible à manger? Les légumes et de la viande. Et du riz. Ah, du riz quand même. Le riz, c'était bon, ouais. Ok, t'étais presque en keto, quoi. Ouais, mais en vrai, j'ai fait ça pendant longtemps. Et donc, c'était. Combien de temps? C'est pendant. Enfin, longtemps. Ouais, un peu plus d'1 an. Mais c'est quand même long, hein. Ouais. Et donc, c'était pas trop compliqué. Je mangeais déjà assez clean, mais moi, ce qui me manquait un peu, c'était les sauces et les œufs. Enfin, les œufs, c'est quelque chose de tellement bon et simple à préparer. Et moi, il me fallait de la simplicité. Là, ça a été quand même chaud, quoi. Et le soja aussi, parce qu'il y en a dans tout. C'est ça. Il y a du soja dans absolument tout. Et ça, c'était, je trouve, le plus dur à vraiment stopper. Mais c'était le plus important, c'est le number one dans la liste. C'est vrai. Et j'ai tout arrêté. Et en fait, magie, après 2 semaines, j'avais plus de reflux d'acide. En 2 semaines? En 2 semaines. Dingue. Ça t'y croyais pas non plus, vraiment? Enfin, si on t'avait dit avant, écoute, dans 2 semaines, t'as plus de problème de digestion grâce à la liste restrictive. Ouais, je sais pas. Je pense que j'y aurais pas cru. Je me dis, il y a quand même, il y a sûrement autre chose. Mais en fait, si, quoi. Après 2 semaines, il y avait plus rien. Et du coup, ça m'a motivé à rester comme ça. C'est dingue. parce que moi, ici, je connais un petit peu les effets que ça peut avoir, mais je peux pas non plus anticiper, dire que ça va être aussi radical. Je veux dire, ouais. Imaginons, je décide de vendre mon programme à quelqu'un qui a des reflux comme toi, je serais très mal à l'aise de dire, écoute, dans 2 semaines, tu n'auras plus rien. C'est un pari énorme, mais bon. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça, quoi. Ouais. Mais pour te dire, j'ai une autre cliente qui s'appelle Isabelle qui a suivi le programme, qui avait un petit peu les mêmes soucis. Elle, c'était plutôt le gluten. Elle, c'était en moins d'1 semaine, c'était radical. Ah ben voilà. Donc en fait, ça peut aller très très vite, ça. Il faut que les gens qui nous écoutent le sachent, ça peut être beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. C'est un gros investissement émotionnel de démarrer, de dire ok, maintenant je m'y mets, mais le résultat et les bénéfices peuvent être énormes derrière aussi, quoi. Mais surtout avec la nourriture, hein, parce que c'est un cycle en fait. Et ça, je le vois vraiment bien maintenant, c'est que quand on va pas bien mentalement, on a envie de se faire plaisir, ça passe par la nourriture. Sucre, de nouveau. Du coup, après, le corps prend cher, et puis après, le mental s'empire, et c'est une espèce de boucle sans fin. Moi, j'étais à fond tombé là-dessus, et ça m'arrive encore maintenant de tomber dedans aussi, quoi. Je te le disais juste avant qu'on commence le podcast, hier, j'ai mangé quelques bonbons et un petit bol de céréales. Ce matin, c'était dur, quoi. C'est notre drogue à disposition tous les jours, hein. On en a parlé au précédent podcast avec Koa. C'est très très compliqué, ouais. Surtout si tu as une famille et des enfants plutôt jeunes. Ben ouais, c'est la bonne excuse pour se ruer dessus. Mais par contre, comme tu dis, quand la tête va bien, le corps va bien, il est plus résilient, il est plus capable de se contrôler aussi. Et ok, ouais, donc c'était déjà un chouette constat. Et en parallèle, du coup, t'as recommencé le sport avec moi. On l'a commencé à l'extérieur. Ouais. Et dis-moi un petit peu comment tu as vécu ces séances et comment ça t'a amené vers un mieux. Juste la reprise de pouvoir sentir que j'avais de nouveau du contrôle sur mon corps, ça c'est ça qui m'a fait le plus plaisir en fait. Parce que j'avais gagné quand même, j'ai pas vraiment gagné en poids, mais j'avais énormément gagné en graisse, et je le voyais autour des hanches, mais surtout je le sentais. Ouais, c'est ça, moins souple en fait, et beaucoup plus vite fatigué, et je sentais que je me sentais lourd et un peu pas propre comme ça. Et en fait, le fait de reprendre le sport en même temps que la nutrition, bah, ça m'a fait vraiment fondre. Je pense que j'ai perdu... quand j'étais au top, j'ai dû perdre 8% de masse graisseuse, un truc comme ça, d'après ma balance. Hein. Oui, bon, après, c'est des chiffres qu'on peut interpréter, mais en tout cas, il y a une différence. Sur le graphe que moi j'utilise à la maison, il y a une nette différence, et je le vois physiquement aussi. Et ça m'a fait un bien de fou, physiquement et mentalement. Et puis il y a le côté endurance, et il y a le côté espèce d'adrénaline qu'on ressent quand on finit de faire du sport, quoi. Les endorphines. Les endorphines, c'est ça, ouais. Ça, c'est un bon shoot. Il n'y a qu'en faisant du sport qu'on... C'est un bon shoot naturel qui permet justement de compenser sur les envies de sucre. Enfin, moi, je remarque, les gens qui font du sport et qui ont justement ce petit shoot du moment, ça les rend beaucoup plus stables et émotionnellement pour éviter justement de craquer. Donc, c'est un bon moyen de stabiliser ses besoins de fringales ou... Ouais, mais tout, hein, même l'ambiance à la maison. Ça, je me rends compte quand je suis stressé. Souvent, c'est l'entreprise qui me stresse. Je rentre chez moi... Il y a Ezra qui fait du bruit, il y a des trucs à gérer à la maison aussi, des questions, je sens que ça monte un petit peu. C'est à ce moment-là, je me dis, bon, je vais prendre mon vélo, je vais aller me taper un petit sprint, ou je vais à la salle, je vais faire un peu de sport, et je reviens,
je suis une personne complètement différente en fait. Mon mood, il est Ouais, beaucoup plus haut. beaucoup plus haut, quoi. Ouais. C'est ça, mais t'attends pas que ça pète, parce que moi, chez moi, je fais ce que je peux, mais parfois je pète tout seul une case, mais c'est très dommage, parce que tout le monde le paye, et moi le premier, et après les enfants, évidemment, aussi, ce qui est regrettable. Après, on est humain, mais toi, t'arrives à prendre la distance suffisamment tôt avant que ça explose, quoi. Ça dépend de l'état mental, ça dépend de l'accessibilité aussi. J'essaye vraiment activement de le faire parce que je trouve que c'est important. Pour moi, je dois être un exemple pour les gens qui m'entourent et ça, c'est une des façons dont je le fais. Ça veut pas dire que je pète jamais une case, ça veut pas dire que je me fâche jamais et que je suis jamais énervé, râleur, mais c'est vrai que j'essaye de prendre un peu, juste faire un petit step back quand je sens que j'arrive dans cette zone-là et de ou aller faire du sport ou parfois c'est une petite méditation, mais vraiment me retrouver dans un endroit où je peux me dire tiens, je lâche un peu ce qu'il y a dans la tête et pour me retrouver dans mon corps en fait. Et tout ça, la famille l'accepte bien et Ouais, ça dépend. Tu l'imposes parce que tu sais que c'est nécessaire. Voilà, c'est ça. Okay. C'est vrai que parfois, quand ma copine me prend un peu la tête et que je dis je me casse 20 minutes, ouais, c'est pas toujours bien pris, mais après, je pense qu'elle comprend le processus qu'il y a derrière. Elle comprend le processus qu'il y a derrière et donc elle râle sur le moment et puis après, quand je reviens, elle est contente, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça vaut quand même la peine. Ouais, complètement. Okay. Là-dessus, je vais prendre exemple sur toi parce que ça, je le fais pas assez. Et donc ici, le physique, le nutritionnel, on n'a pas parlé du mental parce qu'en fait, tu l'as fait un petit peu de ton côté, étant donné que tu es quand même aussi bien coaché, bien suivi. Donc, est-ce que tu peux me dire si ce que tu as mis en place comme stratégie, mais là, tu as parlé un petit peu plutôt de la partie physique qui t'amène dans un bon mode mental, mais est-ce qu'il y a des choses sur vraiment, même la gestion aussi, parce que tu as parlé un petit peu de tes associés, la gestion d'équipe, des choses qui ont changé dans la façon dont tu abordes les relations, le management et la relation même avec toi-même? Ouais, en fait, c'est un peu cette quête d'apprentissage constant où j'ai toujours envie de faire mieux. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez qui peut être assez impulsif. Je me sens vite un peu submergé par mes émotions. Et donc, c'est un travail un peu journalier de me dire, voilà, il faut que j'arrive à faire la part des choses entre mes émotions, ce que je ressens et qui je suis et comment je me comporte. Et pour toi, c'est des parties, qui sont si pas indépendantes, qui sont certainement entremêlées, mais que tu dois essayer de dissocier un maximum par moment pour. Je pense clair. Oui. Ouais, parce que souvent, moi j'ai ça beaucoup. En tout cas, c'est que quand mes émotions deviennent trop fortes, elles prennent en fait le contrôle sur tout le reste. Et ça, je trouve que c'est pas forcément juste pour les gens qui sont autour de moi. Ouais. Et ça n'est pas toi. Ça n'est pas toi dans ton entièreté, quoi. Non, c'est une partie de moi, mais je suis pas l'expression de mon émotion en fait. Je suis comment j'arrive à la canaliser pour l'utiliser après. Et donc je dis pas que je suis un pro à ça, loin de là. J'ai encore mais voilà, je suis en chemin et je trouve que d'être conscient de ça, ça fait déjà une énorme différence en fait. Et ça me permet du coup de me calmer beaucoup plus rapidement. Un conflit par exemple, si je me reprojette dans mes premières années en tant que gérant de mon entreprise, il y avait des conflits qui duraient des semaines et qui me bouffaient intérieurement pendant des semaines. Et pendant une semaine, je ruminais, j'arrivais pas à dormir, ça me stressait, ça me prenait, je me sentais pas bien. Et ici, maintenant, récemment, en fait, on a eu un gros conflit en interne. Et j'ai très, très rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement qu'avant, pu reprendre le contrôle un peu sur la situation. Alors, j'ai toujours ce besoin de me plaindre, d'extérioriser toutes mes émotions. Mais j'arrive à mieux les traduire. Et ça passe par des outils de méditation, de communication non violente, d'arriver à comprendre où se situe l'autre personne. Plus d'empathie peut-être ? Plus d'empathie, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de ça qui rentre en jeu aussi. Et puis savoir se respecter. Ça, c'est un gros truc aussi, c'est que quand on est juste avec soi-même, on arrive à être plus juste avec les autres aussi. Parce que quand tu retournes un petit peu dans ton ancien fonctionnement, tu as l'impression que tu te respectais pas du fait de laisser les choses aller et sans les solutionner en te disant tant pis, en espérant que ça se répare tout seul. C'est pire que ça en fait. C'est pire que ça. J'ai beaucoup cette tendance à me mettre au service des gens parce que je trouve que c'est important. J'ai un peu ce
ce truc de sauveur parfois où je veux sortir les gens de la misère et les aider à faire mieux et à se gérer, à se comprendre. Et en fait, c'est un truc qui est ni juste pour l'autre, ni juste pour moi. Ouais, parce que peut-être qu'ils en ont même pas besoin. En fait, souvent, c'est ça. Les gens en ont pas besoin, on en a surtout rien à foutre. Et donc, moi, je suis juste en train de me prendre la tête pour rien. Et du coup, je sais plus où j'allais avec cette pensée-là. Mais dire que tu te respectais pas en agissant de cette manière. Ou... C'est ça, en fait. Du coup, je mettais beaucoup de mon énergie à essayer de satisfaire les autres. Et en fait, ça crée juste énormément de frustration, chez toi. Énormément d'attentes. Et chez moi, ça allait pas. Mais alors, ça empirait la relation avec les autres. Je dis, je vis un peu à travers ce que l'autre perçoit enfin, ce que j'aimerais que l'autre perçoive. Mm-hmm. Et ça se passe pas du tout comme ça. C'est ça. Donc, et donc là, maintenant, tu agis de manière beaucoup plus simple, dans le sens où tu ne laisses pas cette situation s'installer. Et t'évites d'anticiper des attentes qui n'existent pas. C'est ça. Et j'essaye surtout de rester droit et juste avec moi-même. C'est ça. En fait, c'est ça le point de départ. C'est d'être très centré, en fait. Je pense que c'est ça, ouais. C'est un peu le... Pas égoïste, mais centré. Parce que c'est deux choses différentes. Parce qu'on pourrait dire être auto-centré, c'est être égoïste. Ouais. C'est pas égoïste. C'est pas égoïste parce qu'en fait, ça permet aux autres d'être plus dans leur justesse aussi. Quand on est centré, en fait, on laisse l'espace aux autres à être centrés aussi. Quand je suis toujours là à essayer d'aider les gens, en fait, je leur laisse pas la place pour... Mais en fait, tu envoies de la colère, on va envoyer de la colère. Donc, si tu es centré par effet de mimétisme, tu vas aider les autres à se centrer. C'est un effet de résonance. C'est vraiment ça. Et ça, le mental coaching, ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Surtout dans les relations, en fait. Comme maintenant, aujourd'hui, j'ai 13 employés. Ça fait beaucoup de relations très directes à gérer en même temps. Ça, plus la famille, plus les enfants, enfin, tout ce qui se passe autour de moi. Je pense que le rapport à la relation humaine et à la relation envers soi, elle est tellement importante que c'est un peu C'est un peu de là que tout démarre. Hein. C'est un peu de là que tout démarre, quoi. Ouais. Mais pour que je puisse me mettre dans ce mood-là, il fallait que mon corps c'est ça. Donc, reste avancé. Non, le corps va mieux, la nutrition, la santé va mieux. En faisant le contraste ici entre le moment où tu as démarré et aujourd'hui, j'imagine que tu es quand même content d'avoir fait l'investissement. Ouais, ça ouais, vraiment. Ouais. Bon, il faut savoir que le programme, il a duré 3 mois. On a quand même continué ensemble pour l'aspect physique. Ouais. Est-ce que tu vois des choses encore que tu pourrais améliorer dans ton lifestyle? Ouais, complètement. Il y a plein de trucs que je pourrais améliorer. Comme quoi? La régularité au niveau de la nutrition. Je mange encore trop souvent sur le pouce. Des plats un peu, j'ouvre le frigo, qu'est-ce qu'il y a comme reste, je mélange tout et je le mange mange en vitesse. Tu vois, alors, dis-moi si je me trompe aussi, si j'ai bien compris, tu as réintroduit certains aliments qui étaient irritants ou inflammatoires et que tu tolères maintenant. Ouais, donc là pour l'instant je suis un peu en phase de test, parce que ça fait quasi 1 an. Mm-hmm. Moi on m'avait promis 6 mois pour une partie de la liste, et donc je teste les aliments petit à petit. Je sais maintenant que le lait, c'est toujours pas bon. Le soja, c'est toujours pas bon. Les haricots, c'est passé. La noix de coco, c'est passé. Le curry, ça passe. Donc, il y a quand même quelques trucs comme ça que je peux réintroduire. Je le fais en petite quantité. C'est ça. Ouais. Tu n'exagères pas non plus, quoi. Tu fais pas des plâtrés entières de haricots curry, quoi. Non. Non, ça, j'oserais pas. J'oserais vraiment pas. Parce que ça aussi, c'est le truc qui est dingue, c'est que je connais ma liste. Et quand je mange un aliment que je peux vraiment pas manger, je le sens, mais c'est immédiat, quoi. Ok. Et mais ça ne retombe pas aussi loin en arrière en termes de conséquences qu'il y a 1 an. Non, parce que j'en suis conscient. En fait, je prends l'exemple bêtement hier, donc parce que je t'avais dit, hein, donc j'ai pas mal de stress un peu pour l'instant au niveau professionnel. Mm-hmm. Ça se règle, ça se passe vraiment super bien, mais sur le moment, c'est assez taxant. Mm-hmm. Du coup, j'ai mon stress qui augmente. J'ai mangé des œufs, sans faire exprès. Un petit fried rice comme ça qui passait. Qui est passé par la claque. Il y avait des œufs dedans, j'ai pas vu, je les ai mangés. Et l'après-midi, j'ai ressenti le reflux d'acide. Et c'est la première fois que j'avais du reflux d'acide comme ça depuis des mois, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, au soir, j'ai mangé clean. Ce matin, j'ai mangé clean. Et aujourd'hui, ça va mieux. Et donc, je sais que je peux vraiment jouer avec ça. De temps en temps, j'aime bien me faire vraiment un bon resto. Et je sais que je peux pas demander au chef de virer tous les aliments que je peux pas manger.
Et je sais qu'il y aura peut-être une petite conséquence après, mais la conséquence n'est jamais aussi grande qu'elle l'était avant, quoi. C'est ça. C'est plus ou moins, on va dire, moi j'appelle ça du dérapage contrôlé, quoi. Ouais, c'est ça. Sortie de piste. C'est un petit drift comme ça, bien. Avec un bon frein à main, quoi. C'est ça. Ok, top. Mais donc ça se met quand même, allez, je dirais, en termes de qualité de vie, ça te met quand même un petit peu plus dans un mood positif, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Ok. Je voulais voir aussi avec toi, est-ce que, j'ai l'impression que quand même c'est l'aspect nutritionnel, mais est-ce qu'il y a un aspect du programme qui t'a vraiment plu ou qui t'a vachement étonné dans ce que ça t'a apporté? Le sport, la régularité et le côté coaching dans le sport. Moi, j'ai toujours fait du sport seul, en fait un peu d'instinct. J'allais voir des exercices qui me plaisaient, je faisais mes routines et c'est tout en fait. Et donc j'étais très confortable dans ma pratique du sport. Et en fait, le fait de t'avoir comme coach, moi, ça m'a permis de me dépasser beaucoup et de faire des trucs que je n'imaginais pas. Comme quoi, par typiques. exemple? Mais si on regarde juste au niveau du poids que je peux soulever, quand je suis tout seul, j'y vais tranquille. Je vais jusqu'à ce que j'y arrive plus, mais c'est des poids assez light, quoi. Et quand t'es là, j'arrive à soulever. Parfois, la dernière fois, j'ai soulevé 2 fois plus que je faisais d'habitude. À la barre, on faisait les biceps. Biceps, ouais. Et c'était le double de ce que je faisais quand je suis seul, quoi. Je dis jamais j'aurais cru que j'y arriverais. En fait, comme il y a quelqu'un derrière, comme tu étais là derrière pour me pousser, me motiver, mais j'y suis arrivé. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a le côté engagement, régularité. C'est ça. Moi, Tu peux pas y déroger, quoi. Voilà, moi ça m'aide énormément parce que je sais que je suis pas le seul. Si je décide de pas y aller, je suis pas le seul qui est affecté par le fait de ne pas y aller. Donc ça me force de me bouger et d'y aller. Ouais. Ah, c'est gentil de penser à moi. J'ai le pauvre Young, il va m'attendre tout seul au kiosque pendant 2 heures. Je vais te dire, mais là, c'est pas du tout contre toi, mais il y a même d'autres personnes qui auraient pu avoir ce slot pour pouvoir être suivis. Donc, c'est ça. Ça a des conséquences même plus loin. Enfin, moi, je parle dans mon accompagnement. Ouais. Et ça, je trouve ça super respectable de ta part parce que tu es très régulier. Je veux dire, que ça soit quoi, dont on a parlé au premier podcast ou toi, vous êtes des gars, quand vous engagez, c'est pas à moitié, quoi. Mais c'est important. C'est hyper important. Et les gens qui se plaignent de ne pas avoir le résultat escompté, est-ce qu'ils sont vraiment lucides et vraiment honnêtes avec eux-mêmes sur leur engagement? Et moi, les meilleurs résultats, c'est des gens qui font confiance à 100% à ce que je propose et qui respectent à 100% ce qui est proposé, ça c'est clair. Mais c'est important. Toi, tu te positionnes un peu comme maître dans ce truc-là. Le sensei. Enfin, c'est ça, le sensei. T'as toutes les connaissances. Je sais que je peux te faire 100% confiance là-dedans. Et du coup, j'ai pas le choix que d'y aller à 100% si moi je veux aller mieux aussi. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Et puis la découverte de la boxe aussi. Ça, on va en parler un petit peu parce que j'ai un truc à te dire à ce propos-là. Ah ouais? Ouais. Il y a un truc qui me fascine, c'est que en général, les routines, donc on appelle ça du drill, pour ceux qui connaissent un peu la boxe. Donc, je propose une combinaison qui est soit improvisée et qui soit est une progression de ce que tu auras déjà entraîné auparavant. Mm-hmm. À chaque fois, les démarrages, c'est la foire. Ah ouais, complètement. C'est la foire parce que il y a plus. Alors moi, c'est ce que j'observe. Après, tu me diras si j'ai raison ou si il y a d'autres choses. Mais t'es encore parfois un petit peu encore dans ta tête parce que tu as énormément de choses à gérer au niveau professionnel, relationnel. Et je sens que t'es pas dedans. Et c'est pas grave. Hein. Parfois, c'est moi qui suis pas dedans. Et on l'a encore parlé mercredi. Il y a toujours un moment où tu rentres dans une forme de zone. On appelle ça la zone en basket. On appelle ça le flow plus généralement. Où tout est coulant et on voit, t'as le regard fixe et t'es dedans, quoi. Il n'y a plus rien d'autre que toi et moi et la boxe. Et ça, je trouve ça génial. C'est un moment où on est à deux, mais c'est une forme de synergie, de symbiose qu'on arrive à avoir. Et c'est hyper satisfaisant parce que c'est juste bien, c'est au moment où ça s'arrête et puis poum. Voilà, là, on est au top du bien-être, quoi. C'est vraiment ça. Et moi, c'est ça que je viens chercher là-dedans. J'ai fait, on a fait une pause là pendant un mois au niveau du sport parce que ça se mettait plus trop par rapport au pro et j'ai fait de l'escalade à la place. Super chouette l'escalade, mais je retrouvais pour moi ce truc. Mais juste pour revenir, le flow, pour faire un petit peu de manière très didactique, très simple, c'est un état émotionnel et de concentration qu'on atteint de diverses manières. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà entendu parler, mais en gros, on a identifié quels sont les éléments qui t'amènent au flow. Donc, il y a des graphiques qu'on peut retrouver sur Internet qui expliquent ça. Et pour faire très résumé, en fait, le flow, c'est un état qui est la relation entre le niveau de compétence et le challenge. Si ton niveau de compétence est bas mais que le challenge est haut, ton flow peut pas se développer parce que tu n'arrives pas en fait à accomplir la tâche ou à surmonter l'épreuve qu'on te propose de surmonter. Ouais. À l'inverse,
si ton niveau de capacité est haut, mais que le niveau de challenge est bas, exemple, je sais pas moi, je suis champion de basket et je vais jouer contre des mecs qui ont 5 ou 7 ans. Ben, je vais pas me mettre dans un flow parce que je sais que de toute façon, ça va être trop facile pour moi. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que le flow, c'est vraiment c'est subtil de mélange entre le ratio parfait entre le niveau de compétence qu'on te demande d'atteindre, ou en tout cas de connecter, parce que parfois il faut se mettre vraiment loin pour arriver à ce niveau de compétence par rapport au challenge. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec la boxe en fait. Ouais, si je te mettais sur un drill qui est tout le temps le même, à un moment ton niveau de flow ne peut pas être activé parce que ça devient trop facile. Et à l'inverse, s'il est trop, tu dis, je vais jamais y arriver, et ce qui peut être frustrant aussi. Et ça, c'est le rôle en tant que coach, c'est de savoir quel est le niveau de challenge qui me semble acceptable pour toi et qui te permet de te dépasser. Dont l'histoire, justement, on revient sur l'histoire du biceps, c'est que j'avais estimé, selon tes capacités, que tu étais capable de le soulever, et là, tu étais en niveau de flow aussi. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et le fait d'avoir un coach, enfin de t'avoir toi comme coach, en fait, moi, ça m'aide vraiment là-dedans. Et la boxe, je retrouve très très fort aussi parce que c'est intense en fait. Et donc je sens toujours qu'il y a ce moment où en fait mon esprit se déconnecte et je suis vraiment... Mais c'est comme une forme d'état semi-hypnotique. Hein. Ouais. En fait, on a constaté, donc il y avait vraiment des symptômes qui sont liés au flow. Donc la notion de temps, tu pourrais te dire, est-ce que ça durait 5 minutes ou 2 heures? J'exagère, hein, mais c'est un peu ça ce qui arrive. Tu éprouves beaucoup de plaisir, déjà. Les choses te semblent faciles. Et surtout, tu es très concentré sur la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons même que tu foires quelque chose, tu en prends le feedback et tu fais en sorte de te réaligner par rapport à l'objectif. Ouais. Et ça, que ce soit les tennisman, les mecs de très haut niveau, que ce soit LeBron James, Kobe Bryant à son époque, c'est des mecs qui arrivent à atteindre le flow, arrivent à atteindre la zone super facilement pour pouvoir rester connectés à leur excellence. Et quand tu vois un petit peu des mecs qui sont peut-être à un niveau moindre, en fait, ils commencent à ruminer leurs fautes. On voit ça beaucoup en tennis. Un mec qui fait une double faute, il est encore en train de se parler, en train de chier sur lui parce que il a merdé. Mais en fait, non. Un mec qui se concentre bien, un mec comme Nadal, ça c'est certains de meilleurs exemples. Djokovic aussi, c'est des mecs, quand ils foirent un truc, ils se remettent directement en selle. Il n'y a pas de j'étais nul, non. Je suis excellent et je vais te montrer que je suis encore excellent par après. Ouais. Et ça, c'est la force des grands champions. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients ou les personnes que j'entraîne. Tout le monde peut être champion à sa manière. Il n'y a pas besoin d'être un grand champion. C'est juste de réussir à être fort dans les challenges rester fort dans les challenges que tu essaies d'accomplir, quoi. Donc, bravo à toi pour ça. Parce que chaque fois, tu te dépasses. Ah ouais, ça fait plaisir. Mais je le sens, hein. À la fin d'une séance, je sens cette espèce de truc en moi, je me sens super léger, hyper motivé. Et est-ce que ça se répercute après sur ton quotidien? Ah oui, complètement. C'est pour ça que j'étais très motivé de reprendre une séance avec toi, même. Ouais, parce qu'on s'est plus vu pendant plus d'un mois. Ouais. Ouais, ça fait long, hein. Ouais, c'est long. J'aimerais bien juste pour terminer, enfin, on va juste terminer l'aspect boxe. Le rapport que tu as au sport de combat, enfin, moi j'ai pratiqué le judo à très haut niveau, mais parce que tu avais déjà un petit peu boxé vite fait comme ça auparavant, ou c'était quelque chose qui te parlait de taper, d'extérioriser ta colère ou ta violence sur quelque chose de plutôt neutre, plutôt que sur quelqu'un? Ouais, c'est ça, idéalement pas sur quelqu'un, mais non, moi j'avais jamais fait ça. Mais c'est vrai que je sentais que c'était quelque chose qui allait être bon pour moi, parce que voilà, j'ai parfois beaucoup pas de la violence, mais d'agressivité en moi, parce que c'est de la frustration qui se transforme, et en fait, je pense que un des déclencheurs aussi, c'est que je m'étais fait agresser un peu avant qu'on commence, en fait. Donc ça, quand tu m'as proposé la boxe, là je l'ai vu en fait, en me faisant agresser, en fait, je me suis battu avec les gars qui ont essayé de me voler mes affaires. C'était pas super smart, mais voilà, je me suis retrouvé dans ce mood-là. Et je dis, là, il y a peut-être quelque chose à sortir, mais d'une façon un peu plus saine que d'aller taper sur des gens random qui essayent de me voler mon sac, quoi. Donc, bon, t'as quand même dû te défendre, c'était pas juste quelqu'un qui te demandait l'heure, quoi. Ouais, mais j'aurais pu récupérer mon sac et en rester là, et je l'ai pas fait. Et donc voilà. Et la boxe, en fait, c'est ça, c'est que ça me permet de sortir aussi, parce que comme c'est très intense au niveau physique, ça ressort tout ce qui est bloqué en moi, en fait. Ouais.
Et je le sens même parfois chez moi, je suis devant le miroir et je fais du comment tu dis, du shadow. Shadow, ouais. C'est ça. Et même juste ça me fait du bien, quoi. Après, je me sens c'est extérioriser une forme de c'est pas de la haine, mais une forme de violence ou de frustration sur quelque chose de neutre et qui te permet de revenir un petit peu. On reparle de nouveau de ce centrage, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est de l'énergie qui doit sortir et là, je la sors bien quand c'est comme ça. Ouais. Moi, j'aimerais bien encore revenir là-dessus, de vraiment inviter toutes les personnes qui nous écoutent à s'initier, alors si pas à la boxe, à un sport de combat, à un art martial, qui les confrontent à leur propre peur, à leur propre capacité physique, parce que c'est quelque chose qui peut être très développant aussi. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. En plus, comme tu peux le remarquer, je suis pas de très très grand. J'étais quelqu'un d'assez introverti, donc le judo m'a énormément aidé à gagner en confiance en moi. Et je remarque que toutes les personnes qui essaient la boxe avec moi se confrontent et se surprennent un peu par instinct de survie, parce que en étant au padwork, en fait, je mime un petit peu la pression que tu pourrais recevoir que devoir gérer avec un opposant. Ouais. Donc de devoir s'avancer, devoir gérer l'espace. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on voit comment les gens réagissent et en étant dans ce moment hyper intense et de besoin de rester focus pour pas s'en prendre une, parce que en fait, vous êtes susceptible d'en prendre une aussi. Eh ben, ça permet aussi de rester, de garder son sang-froid surtout. En fait. Ouais, et puis je pense que là où ça joue avec la confiance aussi, c'est que ça te met en relation directe avec ta propre puissance. Je pense qu'on n'a plus l'habitude dans notre monde de faire des trucs comme ça, en fait, de frapper, c'est une forme de violence. Ouais, qui est un peu animal même. C'est ça. Et être en relation avec ça, moi je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, en fait. Je peux te dire, tu tapes plus fort qu'avant. Ouais. C'est bien, au moins il y a une progression. C'était un bon coach. Mais je crois que tu as raison. C'est en effet cette sensation de vraiment, comme on dit, de force physique, quoi. Ouais. Eh bien, ici, juste pour terminer, est-ce que tu pourrais un peu me donner des arguments aux personnes qui seraient encore intéressées par Rise, mais qui sont encore en train de se tâter? Quel que pourrait être ton argument, on va dire, numéro 1 pour se lancer? Tu me demandes de faire un petit pitch de vente comme ça. Bon, écoute, t'es un bon vendeur, donc je fais appel à tes skills. Mais je vais parler de ma relation avec Rise. En fait, moi, je trouve que ça a changé ma vie. Et c'est un moment où j'étais hyper bas dans tous les aspects de ma vie. En fait, le fait d'être rentré dans Rise, il y a un avant et un après. Et même maintenant, ça fait 1 an que j'ai fait le programme. Et je le sens encore tous les jours. Ouais, t'as encore des bénéfices que tu arrives à appliquer au quotidien, ou des lignes de conduite que tu t'imposes ou que oui, complètement. Tu suis. Tout ce que j'ai appris en faisant Rise, ça reste avec moi. Et là, je suis même au point de me dire, il y a un moment, j'aimerais bien refaire le programme pour voir un peu la progression qu'il y a eu au niveau analyse sanguine et tout. Ouais. Et je trouve que voilà, ça vaut tellement le coup. Il y a rien d'autre, en tout cas que j'avais rien trouvé d'autre qui puisse me donner ces résultats-là. Auparavant. Même chez les docteurs. Donc l'investissement vaut la peine. Donc l'investissement complètement vaut la peine. Bah oui, c'est un peu... Super. Bah, écoute, merci pour ton témoignage, parce que ça me conforte encore dans l'idée que je suis sur la bonne voie, que je continue évidemment à essayer d'améliorer en termes de livraison, en termes de process. Moi, je suis un jeune entrepreneur par rapport à toi. Et en termes de vision, d'état d'esprit, j'apprends aussi à tes côtés. Donc, merci aussi pour ça. Et... un petit jeu que j'ai proposé la fois passée, ce serait de prendre l'acronyme RISE, d'accord? Donc, pour rappel, je vais vraiment essayer d'améliorer mon anglais. Donc, Rebuild Your Inner Source of Energy. Okay? Est-ce que tu pourrais toi-même reprendre les lettres R-I-S-E et remettre toi-même ton propre acronyme en fonction de ton expérience, en fonction de comment toi tu sens les choses? Oula, ça, là tu me poses un truc comme ça. Donc, c'est ça, RISE. Avec du français, avec de l'anglais. L'indonésien, ça risque de moins bien marcher, par contre. Ouais, mais en fait, je veux dire, c'est hyper con, mais l'acronyme que toi, tu as donné, c'est un peu... Il est parfait, quoi. Il tombe juste bien. En tout cas, pour moi, il tombe juste bien, parce que c'était ça que je cherchais. Ouais. Je devais récupérer de l'énergie, j'en avais plus nulle part, et le fait d'avoir fait Rise, ça m'a permis de réactiver tout ça, quoi. Ouais. C'est ça. C'est que ça n'était pas si mal trouvé. Non, mais écoute, si tu trouves que ça catch bien, parfait. J'aimerais juste, avant de terminer,
quand même dire, il faut pas attendre d'être au fond du gouffre pour s'y mettre, quoi. Ouais. Je pense qu'en effet, quand on n'a plus le choix, ben voilà, certainement l'instinct de survie ou le besoin est plus marquant, et donc on se décide peut-être un peu plus vite. Mais moi, j'estime que je reviens encore toujours sur cette image de sportif de haut niveau. On peut être dans un très très bon état et avoir, mais sentir que ça stagne, quoi. Ouais. C'est quoi qui me permet de passer le step supérieur? Ben, c'est les petits détails. C'est de remoduler. Il y a toujours moyen de faire un peu mieux. Même moi, dans mon quotidien, ce serait bien que je fasse moi-même un bilan sanguin. Je n'ai plus fait depuis au moins un an. Donc, de voir un petit peu où ça en est, je pense que ça vaut la peine de le faire de manière régulière et de faire appel à des experts. Parce que même moi, pour ça, je suis formé. Lire un bilan sanguin, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. Donc, merci à ça, Gisèle. D'ailleurs, j'aimerais bien l'inviter à l'occasion pour qu'elle parle un petit peu de son expertise, parce qu'elle a vraiment beaucoup à nous apprendre. Ouais, vraiment, vraiment. Voilà. Bah, écoute, on termine le podcast comme ça aujourd'hui. Merci pour ton témoignage. Merci pour toute ton histoire que je trouve une nouvelle fois très inspirante. J'espère qu'elle inspirera aussi les gens. Et on se retrouve bientôt pour les entraînements. À fond, lundi. Lundi. Voilà, en pleine forme. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, ça me fait super plaisir. Je suis content d'être là et c'est un bon moment. Merci. Merci à toi. À bientôt.